Madame, Monsieur, bonsoir. Une émission qui devrait durer plusieurs heures, tant l'actualité est fournie. Nadia Selkal, bonsoir. Bonsoir. Souvent avec nous, Monsieur, profitez-en. Oui. Ça va bien? Oui, je recommence à partir. Journal Antilla, ça va? Ça y est, vous allez disparaître. Monsieur Coral, pardon, monsieur... Pas Coral, on parlait de Coral. On parlait de Coral, c'est pour ça. Monsieur Compère. Bonsoir, bonsoir à tous. La doyenne de la Coral, à quel âge? 85 ans. Et vous avez fêté hier? On l'a fêté hier, comme il se doit, avec des fleurs, des gâteaux, des discours. Et elle a valsé. Et elle a valsé avec le président de la chorale. C'est quelque chose de magique, le chant choral. Ben, elle est régulièrement en répétition, c'est donc que ça lui plaît. Tous les mercredis, tous les vendredis, elle est là. Super. Monsieur Galion, Gabriel le prénom. Bonne nouvelle pour le site internet d'Antille, de France Antille. Décidément. De France Antille. Non, je me sens tellement proche, Antille. Une bonne nouvelle, c'est le site numéro 1, ça va. Résultat médiamétrie, enquête médiamétrie, on va en parler tout à l'heure. Eh ben. On attend d'autres publications, monsieur Maréjo, bonsoir. Oui, bonsoir, ça vient, ça se prépare doucement. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Alors, à l'attention de qui vous allez deviner, les enquêteurs s'intéressent à une série de contrats de transfert au sein du club marseillais, dont celui de l'attaquant André-Pierre Gignac, qui aurait donné lieu au versement de commissions présumées occultes. Le transfert de Souleymane Diawara, sénégalais ça, de Bordeaux à l'OM, celui de Samir Nasri de l'OM vers Arsenal, sont également dans le collimateur de la police. La justice cherche à vérifier le possible versement de rétrocommissions à des personnes proches du grand banditisme qui auraient gravité dans l'entourage du club posséen. Gabriel. C'est bien que c'était bon, toi, j'avais compris. Oui, le problème de l'actualité, c'est qu'effectivement, pour ces dossiers-là, certains de dirigeants de l'OM ont été mis en garde à vue. L'actuel président, et deux anciens présidents. Mais personne n'était retenu. Mais, final du compte, hier soir et ce matin, tout le monde est sorti sans aucune charge. Aucune charge, absolument. Aucune charge. Je fais l'histoire. Ni président, ni directeur généraux, ni ancien directeur, ni fonctionnaire, personne. Il reste quand même 7 personnes en garde à vue. Attention, pas dans l'ensemble. On parle de l'OM. De l'OM. Papa zéro, personne n'a été... Moi, personnellement, je me suis dit, zut, Papa Diouf pour faire ça m'a embêté. Je me suis dit, aucune personne n'a eu de charge obtenue contre elle. C'est bien. Alors, pour le reste, à Marseille, ils ont un certain sens du mentir et de la perturbation. Ils te disent, est-ce que c'est pas un coup pour déstabiliser notre OM? En tous les cas, les joueurs de Marseille n'ont pas été très embêtés 2 jours avant. Enfin, ils ont joué. Le match France, qui c'est encore France-Suède. Alors, Pape Diouf a dit, à l'issue de cette garde à vue, il n'y a pas l'ombre du plus petit grief retenu contre moi. Oui, il y a quand même un problème, c'est qu'il signe un contrat, imaginons que ça coûte 30 millions d'euros, et il verse sur le compte du club 20 millions d'euros. Donc on voulait juste leur demander les 10 millions. Alors il y a la commission de l'argent, il y a tout ça. Alors M. Kasparian pourrait passer aux aveux. Sur le judiciaire. Nous sommes en Ligue 2, là c'est plus chaud. Serge Kasparian, principal actionnaire du Nîmes Olympique, ça s'appelle comme ça, serait, selon le Parisien, passé aux aveux lors de ses auditions dans les locaux du service central des courses et jeux. Il y a un service spécial à Nanterre, quadrillé ces bougs-là. Il aurait reconnu son implication dans les matchs truqués concernant au moins 3 compétitions, 3 rencontres de la Ligue 2 lors de la saison 2013-2014. Daniel, je ne t'interroge pas si c'est ces choses-là. C'est une bonne thématique de cinéma, en tout cas, de film. Et pour le coup, le foot n'est pas souvent un sujet de cinéma. Les autres sports, les sports américains comme le baseball auquel le reste du monde ne comprend rien, pour le coup, il y a pas mal de films, mais qui sont très intéressants, qui sont regardés, qui font des succès au box-office. Mais pour le coup, le foot n'est pas souvent un sujet de cinéma. Mais le football, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est... Excuse-moi, il y a quand même eu 2 petits films qui sont sortis, un petit Africain là qui... tu l'as dit, ce sont des petits films, ouais. Et puis ça reste, comme tu dis si bien, c'est marginal. Mais pour Victory de John Huston, marginal. C'était quand?
Ah, c'est le passé. Voilà, au début du cinématographe. Voilà. Mais c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle voulait dire. C'est ce qu'elle voulait dire. Stone, Victory, À nous la c'était pas. victoire aussi. Ouais, mais oui, c'est pas. Voilà, avec voilà. Pelé, oui. Oui, mais c'est ça. Et depuis ça, C'est ce film avec il y a eu Pelé. le film Ah oui, c'est d'Otoniente. le dernier. C'est le siècle dernier. Le film d'Otoniente sur le foot qui se passait localement. Il y a notre petit film qui parle plutôt des apprentis footballeurs. Ouais. Mais la grosse machine, Ouais. Blockbuster. sur le foot, non, Ça il n'y a marche pas. pas. Non, parce que c'est chiant le foot à regarder au cinéma. Ah non, les cinéma petits films dont elle parle. Non, mais je parle. les petites séquences, ouais. Imagine le blockbuster, et puis bon, globalement, allons être réalistes. Il n'y a pas dans le foot d'histoire personnelle. Ce qui intéresse le cinéma. Le cinéma, ce sont des histoires personnelles. Non mais attends, Pas de grand spectacle. laissez-moi m'expliquer. Explique-toi, parce que là, Le le sujet cinématographique, c'est d'abord de l'émotion, ok? Le foot est plein d'émotions, mais le foot, c'est quand même l'émotion collective. Non pas l'équipe, mais l'équipe, le public, le monde, quoi. Et pour un cinéaste, filmer tout ça, ça fait trop, puisque les cinéastes, ce qu'il leur faut, c'est l'individu. Filmer une foule, c'est gentil, mais l'histoire de l'individu, or dans le foot, c'est ça qui manque. C'est que, je ne dis pas que ça n'existe pas, ce qui manque en tant que scénario, en tant qu'histoire. Donc il faudrait d'abord qu'un type écrive un roman ou un scénario avec une histoire individuelle pour qu'un cinéaste écrive une histoire. C'est ce que je voulais dire. Bon, Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais on ne veut pas. Oui, non, mais bon. bon, monsieur, bon. Non, mais c'est normal, la grande rivière, c'est surtout le volleyball. Non, le foot aussi, Et puis, on rappelle que l'US Riveraine. Non, et puis aussi, tu sais, quand on voit, ils prennent un flot, et puis Ça, c'est typiquement cinématographique. Ouais, mais le Bourreau, c'est une bois flot. Alors, il y a eu toutes sortes. Alors, la presse a été traversée par toutes sortes d'interviews de joueurs qui ont expliqué comment ça se passe, comment on trichote, comment on fait, ça se passe entre joueurs, et que généralement c'est sur les 5 derniers matchs où il faut savoir qui c'est qui monte, qui c'est qui descend, entre deux, bon. Il y a aussi des attentes entre clubs. C'est ça, oui, mais alors, donc il y a toute une radioscopie de ça. On n'est pas une émission sportive, on va pas Non, surtout qu'il épiloguer. n'y a pas d'histoire. Non, moi je trouve qu'il y a des. Non, monsieur, allons pas revoir les hommes. Je trouve que c'est. pas d'histoire individuelle. Non, tu sais, les gars, vous avez vu le dialogue entre les deux dirigeants là. Ils s'appellent en disant il faut pas être con. Si tu montes, je descends. Enfin, c'est très cinématographique. Bon, enfin, continuons. Alors, en tous les cas, ce que j'ai découvert, et c'est que en lisant les articles sur ça, c'est que dans le foot amateur, bonne triche chez les jeunes, bonne triche, des jeunes qui font, comment ça s'appelle quand tu te présentes pas au match, tu peux pas faire forfait, mais enfin, forfait, c'est bien ça, sans aucune raison. Les dirigeants qui ne mettent pas trop le nez là-dedans parce qu'ils ne veulent pas, parce que le football amateur c'est la vitrine du football. J'ai appris des choses assez étonnantes en voulant regarder un petit peu le dessous de l'affaire. C'est pas si simple que ça. Et comme nous pensons, nous, surtout ici, que le sport va être un bon moyen de redresser un petit peu, ou en tous les cas de tenir la jeunesse. Un bon vecteur. Un bon vecteur, ça je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec des valeurs, surtout. Avec des valeurs, c'est ça. La triche institutionnalisée, pratiquement. Au-delà de la triche, il faut quand même rappeler que sur le continent asiatique, les matchs, y compris de la 2e division française, sont l'objet de paris. Absolument. Sur des dizaines de millions d'euros, même si les gens ne sont pas des spécialistes du football français. Donc les matchs de 2e division européenne sont aussi listés par les mafias, notamment les mafias chinoises, comme étant des matchs sur lesquels on parie. Mais en fait, c'est des paris complètement bidons. Les gens eux-mêmes ne parient pas, ce sont des boîtes qui parient des dizaines de milliers de fois sur des matchs arrangés. Donc tu as des types qui sont pris dans cette folie de paris, bien que sur le plan sportif français, on considère que la 2e division de football, bon, à peu près, c'est à peu près sympathique. Par contre, il se trouve des pays en Asie où ce marché-là représente des dizaines de millions d'euros. Surprenant. C'est le côté planétaire des choses. Ouais, tout à fait. Alors, il parie sur tout
ce qui existe en matière de sport. C'est ça. Y compris le ping-pong. Cause de chien. Le tennis de table. Les courses de lévrier, etc. Ah oui. Alors on y vient, on change de thématique. Les résultats de l'étude OUI, Observatoire des usages Internet aux Antilles-Guyane, viennent d'être publiés. Un rapport qui détaille les habitudes des internautes aux Antilles et en Guyane. Cette étude conforte franceantilles.fr en tant que site d'information locale le plus consulté en Martinique et sur toute la zone des Antilles. Et il disait, nous y reviendrons. Donc j'attends les détails, je vous n'êtes pas encore revenu là-dessus, c'est sur le site, vous n'avez pas encore détaillé, vous n'avez pas encore, même pour ici, pour Zouk TV, on a été très très bien placé. On n'a pas encore les détails, ça prend un certain temps. La source, c'est une étude médiamétrie, Observatoire des usages Internet sur la zone Caraïbe, d'octobre 2014, sur une population de 13 ans et plus, résidant aux Antilles-Guyane. Moi, je suis content, je suis très content, parce que c'est mon outil, le site internet de France Antilles. À un moment où le journal a des difficultés, moi, je suis content. Tu as quelque chose à dire? Tu es content? Non, ça nous réconforte, parce que c'est vrai qu'on avait pris du temps pour installer ce site. Il a fallu discuter, cadrer un certain nombre de choses sur le plan conventionnel, sur le plan des droits d'auteur, etc., sur le plan technique aussi. Bon, et même si... France Antilles, c'est une espèce d'institution qui paraît lointaine, qui paraît figée, etc. Bon, aujourd'hui, on s'aperçoit que nous savons, tous les chiffres que nous avons depuis quelque temps nous prouvent que nous sommes déjà parmi les premiers sites visités, vus, lus aussi. Ça nous conforte. Ça nous conforte d'autant plus qu'en ce moment, c'est évident que c'est un élément de respiration. Si plus tu en respires, ça va un peu mieux. Psychologiquement, financièrement, non. Évidemment, un site, ça ne fait jamais vivre une rédaction. Il ne faut pas se faire d'illusions, sauf le seul site qui soit payant, qui fasse vivre une rédaction, c'est Mediapart. Mais c'est autre chose, c'est une autre taille, mais qu'on soit là, qu'on existe et qu'on soit le plus visité, c'est déjà chose. Et cela tord peut-être le cou à certaines préjugés ou certaines idées qui pensaient qu'il y avait d'autres sites qui étaient beaucoup plus vus, beaucoup plus visités. Ben non, c'est le nôtre. Non, mais je ne dis pas ça pour me moquer, c'est une réalité. Oui, c'est nous, parce que il y a une offre qui n'est pas simplement la une ou la première page. Quoi. Et pour faire la polémique, parce que je suis là pour ça, ces autres sites dont on parle sont obligés de plus en plus de donner une information limite, d'essayer de faire le buzz avec des questions marginales ou des petits scandales dont moi-même j'ai été la victime. Victime, c'est un mot consacré, pas victime, la cible, merci, la cible. Et puis en plus ils m'ont raté, donc la cible ratée, il ne faut pas croire qu'il n'y a rien de touché, je suis là toujours, tout a été mis en œuvre pour essayer de tirer sur le succès de notre émission, en quelque part. Et puis la qualité finalement paie plus. Ce que je dirais, la qualité de l'information, le journalisme, est plus que le cancan, que les histoires ou la fausse allure de donner des informations qui s'avèrent finalement être un ressucé, une copie de l'autre qui fait du buzz à distance, en vivant dans le Pacifique et puis parlant de ce qui est ici, ainsi alimenté par un groupe politique. Vas-y toi, tu vois pas qui c'est, tu es au courant de rien. Tu es au courant de rien, tu es mauvais journaliste. Alors moi je voulais insister sur le fait que on tire beaucoup sur les moteurs de recherche, en particulier sur Google, et c'est grâce aux moteurs de recherche que les sites sont visités en grande partie. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques années, vous tapiez Martinique sur Google, il n'y avait pas de site de référence. Aujourd'hui, vous tapez Martinique sur Google, quel que soit le sujet, vous avez France Antilles. Et quand vous êtes sur Google Actualité, par exemple, je cite Google, mais il y en a d'autres, et c'est exactement la même chose, sur votre fil d'actualité, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si par exemple vous êtes à Fort-de-France, vous avez systématiquement les citations de l'actualité de l'endroit où vous êtes, et évidemment France Antilles. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors c'est le vieux débat il est là, puisque Gabriel parlait de cette fameuse notion de droit d'auteur. Est-ce que Google sert à développer la presse, ou est-ce que Google se sert de la presse pour se développer? C'est le débat qu'il y a entre Google et les éditeurs, notamment les éditeurs français. Aux États-Unis, c'est une autre approche de ce qu'est les droits d'auteur. Mais c'est une vraie question, parce que dès lors qu'il n'y a pas Google méthode de recherche, mais aussi il y a beaucoup de sites qui reprennent les informations qu'ils mettent à disposition
de leurs visiteurs, gratuitement. Qui font le lien. Ils font le lien. Et conséquence, c'est que le travail qui est fait et qui mérite salaire, dès lors qu'il est à disposition gratuitement un certain nombre de choses, il y a la notion de salaire qui intervient, et la notion de droit d'auteur, le respect de la propriété intellectuelle, parce que ce sont les débats qui ne seront pas tranchés, mais qui, si rien n'est fait, si aucune approche n'est faite de manière précise, rigoureuse et sérieuse, vont poser le problème de la propriété intellectuelle. Les textes sont excessivement clairs. L'utilisation d'un article. Nos textes en France. Oui, l'utilisation d'un article, même en citant l'auteur, en donnant les références, le lien d'origine, n'enlève rien au caractère intellectuel. Si le contrevenant est français, mais va poursuivre un site qui est en Arabie Saoudite et qui fait le lien avec France Antilles, tu peux strictement rien contre eux. C'est ça le problème. Et c'est la même notion sur cette notion de propriété intellectuelle et de citation et d'accessibilité gratuite sur des informations qui méritent une rémunération, c'est que le même problème se pose sur un certain nombre de produits. Je pense au rhum par exemple, où vous avez quelqu'un appelle en Chine, rhum, il y a un rhum. Ouais. Rien à voir que le nôtre. Rien à voir avec l'idée que nous avons, nous, dans la Caraïbe, de c'est que le rhum, mais ça s'appelle rhum. Rien à voir avec l'AOC. Rien avec l'AOC. Voilà. Oui, mais là, parce que c'est un thème générique, tu ne peux pas le déposer. Tu peux pas le déposer. France Antilles, ça peut être protégé. Ah oui, c'est protégé. Mais c'est protégé. Oui, c'est protégé. On est sur ces éléments-là. Donc, ça pose effectivement le problème de la multiplication qui est une bonne chose. Il y a Internet qui est cette multiplication, cette accessibilité aux informations, la visibilité à l'information, voire autre chose, mais ça pose aussi le problème des droits de propriété. Naturellement, on se balade toujours. 211 000 ultra-riches sur la planète. Le nombre d'ultra-riches qui possèdent plus de 24 millions d'euros a progressé de 6% en 2014. Ça, c'est pour Marajo, vous avez compris. Ce n'est pas la crise pour tout le monde. C'est pas la crise pour tout le monde. Tu me l'as mis à côté de lui. Parce que c'est Tu en m'as mis au niveau parce que tu es un ultra-riche. Parce que c'est en faute. Ils sont désormais plus de 211 000. Mais c'est une mauvaise information. Ils sont désormais plus de 211 000, dont près d'un tiers aux États-Unis, selon une étude d'un organisme quelconque. On s'en fout. La France occupe le 9e rang mondial. Pas mal. C'est déjà pas mal. Non, mais c'est terrible. C'est même désastreux de parler de ça face à une espèce de misère galopante. Parce que là, on est sur 6% d'ultra-riches. Et on n'a pas les chiffres de croissance de la pauvreté dans le monde. Quoi. Vous avez les chiffres. Je vais donner la partie rose the sunny side of the street, le côté ensoleillé des choses. Et ces individus qui ont une richesse quand même qui est relativement fragile, hein, quand même. Il faut quand même insister parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est définitif, c'est acquis. Non, que c'est du numéraire. Or, la très grande majorité de ces gens sont riches parce qu'ils possèdent des parts dans des sociétés, des actions. Donc, ils peuvent être riches. L'alimentaire américain, les choses comme ça, les grandes surfaces. Par exemple, les très grandes sociétés informatiques ou les sociétés de services, les propriétaires sont virtuellement riches. Bon, ils peuvent l'être dans la journée, c'est-à-dire que s'ils décident de vendre, ils ont du cash. Mais si la valeur de leur entreprise s'effondre, boum, ils sortent du classement. N'empêche que si tu prends les premières fortunes que Forbes, le magazine Forbes nous sort chaque année, tu retrouves toujours les mêmes. Oui, mais ce sont toujours les mêmes. Le Mexicain là dont je vous Slim, c'est des actions. C'est des actions de sa société. Oui. Bill Gates, Paul Allen, etc. C'est pas des types qui ont... La valeur qui est annoncée n'est pas une valeur en cash. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Oui, c'est une valeur. C'est pas de l'argent dans un coffre. C'est des actions. Alors, ceci étant, s'il a acheté un avion, s'il achète en flotte avion, Gabriel, tu vois petit comme ça. Non, mais le cash n'étant pas trop beaucoup, il peut acheter au moins un avion. Oui, au moins. Mais pas un petit. Et un Boeing. Un petit. Ouais. Alors, on va nous mettre à des réalités. Vous allez voir la dialectique. Portrait social de la France par l'INSEE. Ouais. La situation est marquée par l'envolée du nombre de chômeurs de longue durée, plus 56% depuis 2008, un ralentissement de la progression des revenus et une stagnation des inégalités. C'est ça le contexte. Et puis ils font une sorte de photographie. Par exemple, on apprend que les femmes passent 3h26 pour les tâches domestiques. Les jeunes 88% des jeunes vont au ciné au moins une fois dans l'année.
C'est un super bon truc, ça. Ouais, que 22% des familles monoparentales sont monoparentales, qu'on passe 1h30 par jour pour manger. Autant? Tiens, ça m'étonne. C'est peu. En moyenne. Non, ça me paraît même beaucoup. Mais c'est des moyennes, messieurs, c'est des moyennes, c'est l'INSEE. On est censé se substanter au moins 3 fois. 3 fois, ouais. Oui. Si dans une journée, 3 fois, 1h30, on va manger. Ouais, c'est court, c'est de plus en plus court. Voilà. Par contre, on passe de plus en Et plus il y a un de gars temps qui dit c'est tout ça. Je pensais que c'était encore devant la télé, par exemple. Oui, mais 88% des jeunes au ciné au moins une fois dans l'année, ça te touche? C'est peu, c'est pas assez. Je trouve que c'est peu. Je trouve que c'est peu parce que d'abord c'est le bien culturel le plus facilement accessible. Et le cinéma vit son premier client, c'est justement la jeunesse, cette cible. Mais le cinéma coûte cher. Mais de 13-25 ans. Tu ne réponds pas parce que tu as une carte de presse au cinéma gratos. Le coût à la minute. Le cinéma coûte cher. Le coût à la minute, c'est le critère de comparaison. Ouais. Le plus cher, c'est le cinéma. Ouais. Le coût à la minute de la télévision est ridicule. Le coût de Tu te mets devant une télé, tu as des films, tu as de l'image, ça bouge, ça t'aboutit bien. Alors, vous pensez et ça vous étonne pas quand même 22% seulement de familles monoparentales? En France, ici on est à 66. Même pour la France, monsieur. Non, mais la France, c'est un pays qui est encore très traditionnaliste. Hein. Ouais. C'est la Martinique qui a un souci. 66% de familles monoparentales ici. Ceci étant, c'est des chiffres. Ils étaient combien il y a 5 ans? J'ai pas fait. À mon Ça avis, monte, ça grimpe. Ça a monté considérablement. Ça grimpe. 8% des cadres travaillent parfois la nuit. 8%. Vous parlez des souffrances, 8% seulement qui travaillent on la va nuit. pas faire d'un cliché. Quand même. 30% des femmes sont en temps partiel. Oui, c'est clair. C'est une donnée de base du travail à temps partiel. Ça touche Et le essentiellement les femmes. touche surtout les femmes. Ouais. de l'emploi. Et c'est lié au fameux équilibre vie ouais, c'est familiale. ton job, ça. Mais il faut prendre le chiffre à l'envers. 30% des femmes sont à temps partiel, 70% des temps partiels sont des femmes. Ce sont des femmes, exact. C'est ça la réalité. Ah oui, Ah ben ouais. oui. Eh oui. Ah ouais. Ah ouais. C'est bien dit. Un tiers des chômeurs de longue durée ont moins de 35 ans. Alors Ça, c'est essayez de rester gravissime. sur Ça, ça. c'est gravissime, par contre. Votre avis? Pas en Martinique. Hein. En Martinique, la très grande majorité des chômeurs de longue durée sont plutôt des seniors. Des seniors. Et des femmes et des seniors. Par contre, ça, pour la France, C'est pas bon parce que c'est pas bon. Ça veut dire que la jeunesse, elle exclut. Jihad, Syrie. Ah oui, il n'y a pas de faire ma gagne. 3 femmes sur 4 gagnent moins que leur conjoint. Oui. Ça aussi, c'est un problème. Gagnant, c'est normal. Ça veut dire que ça n'a pas bougé depuis au moins 70 ans. Ah ouais, Mais ça, ton c'est- avis personnel, t'as mis bouillot? Non, Je pense à un non, jour. attends, mon avis, c'est pas mon avis. Dans ma profession, par contre, non, ça n'existe pas. Les salaires sont égaux. On a des conventions collectives, on a des grilles c'est pas judiciaires. possible. Une fille journaliste dans une rédaction va toucher autant, même indice qu'un type. Alors ça c'est à l'usine, mais ça c'est à l'usine, c'est dans quel secteur on arrive? Non, ça c'est les trucs qui détruisent les statistiques, c'est tout ce qui touche au service à la personne ou à l'entreprise. Tu as par exemple dans tout ce qui touche par exemple au nettoiement, Ouais. tu as 90% de femmes. Ouais. Eh ben, Ouais, ok, c'est ok. clair que là, l'exploitation est totale. Hein. Pas que, il y a aussi le fameux, si tu veux, la majorité des femmes sont cantonnées dans certains métiers, Oui, c'est effectivement ça, comme tu c'est dis, ça. mais pas que, mais jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire quand on est par exemple dans les fonctions dirigeantes ou dans les grosses structures, tout ce qui relève du dirigeant et de la haute sphère de l'effectif, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. Ah oui, c'est ça. Le problème est supprimé, le problème est éradiqué. C'est pour ça qu'on aime citer les femmes dirigeantes comme exception. Mais ce sont de pauvres petits arbres qui cachent une très grosse forêt. Ouais. Alors un chiffre, un ratio étrange, un quart des SDF, des sans domicile fixe, On travaille. On travaille. Ouais. Oui. Les travailleurs pauvres. Oui, les travailleurs pauvres. c'est-à-dire qu'il dort dans sa voiture puis il va au boulot. Ouais. Absolument. Il se douche dans les bars, dans les Il se douche dans les toilettes de son boulot. Oui, oui. Enfin, il se douche. Il se douche dans le lavabo. Oui, là, il se douche dans le lavabo. C'est ça, justement, c'est ça la problématique aujourd'hui de la précarité de l'emploi. Ouais. C'est que le type, il a trouvé un travail. Il a trouvé un travail. Mais le travail, la rémunération qu'il va toucher ne lui permet pas de pouvoir s'enclencher dans le circuit social, d'aller louer un logement. Un logement quoi, un 3. Oui, sauf s'il va à 700 km du boulot. Ah oui, Voilà. il peut. Bon, oui, c'est ça qu'il peut faire. Mais le coût que ça va lui rapporter, c'est Bien sûr, c'est en essence et puis en... Ça pose toute la problématique. Des salaires. Dans ton chiffre, tu as parlé de la stagnation du salaire. Oui. Il n'y a pas d'augmentation salariale.
Dans les salaires, il n'y a pas prise en compte du coût de la vie, effectivement, de la capacité de pouvoir d'achat, de la capacité de pouvoir de vivre en réalité. Parce que avoir un salaire, c'est une chose, bon, c'est ok, ça a une stabilité, mais si le salaire, en réalité, c'est à se nourrir. Ici, à se nourrir, se loger, s'habiller. Puis aller en vacances, et puis acheter des livres. Déjà, ces trois fonctions-là. C'est bouffé. D'où la nécessité du TCSP. Parce que les gens disent, mais ça sert à quoi le TCSP? Eh ben, un type qui habite Sainte-Luce, aujourd'hui, il paye chaque mois 450 € s'il prend le taxico tous les jours, du lundi au vendredi, pour venir travailler à Fort-de-France. Ouais. C'est ça? À Fort-de-France, sur la montagne. Ouais, voilà. Un type qui habite le Macouba, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, il a tout intérêt à acheter une voiture. Et oui, comme il gagne 1200 €. Mais il ne peut pas faire autrement. Ta formule d'accord. Ouais. Mais il n'a pas le choix. Sinon, il travaille pas, il reste là. Voilà, donc aujourd'hui, le facteur le plus important d'augmentation des revenus réels et de croissance économique, c'est, dans des petits pays comme les nôtres, c'est le transport en commun. C'est ça qui peut faire en sorte que, d'ailleurs, la situation dans le sud sur le plan économique s'est très nettement améliorée dans certains secteurs grâce au fait que l'espace sud a mis en place un système de transport. Oui, ça a un impact direct sur l'économie. 11% d'enseignants en moins depuis 2000. Oui. Quel est le salaire moyen d'un enseignant de primaire? Ça doit être 1800 €. Un SMIC amélioré. 1800 €. Ouais. 5 ans d'études pour 1800 €. Ouais. Et il finit au max, il finit à 3000 et quelques euros. C'est-à-dire que quand il a 62, 63. 3000 et quelques euros. Et vous ne parlez pas des enseignants précaires. Oui, qui sont payés avec 4 mois de retard par l'éducation Et nationale. qui ne sont payés que pour le petit moment où ils ont travaillé. Voilà, Là, voir ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Bon, il y a eu quand même la politique de Nicolas Sarkozy là, hein, parce que le nombre d'enseignants est reparti à la hausse depuis 2012. Oui. Nicolas Sarkozy, c'était un remplacement pour 2 départs. Pour 2 départs. Et puis l'absence d'embauche. Donc les types, ça se comment veux-tu? On n'aura pas fait de politique. Alors, dans le même cas, parce que ça c'est très compliqué, on ne va pas entrer dans tous les détails, puisqu'on parle d'éducation nationale, les postes mis au concours au pluriel de l'éducation nationale n'arrivent plus à être pourvus. Tout à fait. Il y a de moins en moins de candidats. Et autre chiffre. Ouais. Et autre chiffre très intéressant, mais qui ne concerne pas la Martinique, sur la France, une augmentation de la population scolaire. Oui. Alors qu'en Martinique, la population décroît. En France, ça augmente. C'est ça que je voulais entendre. Et donc, moins de profs, moins de salaires, ça que je voulais plus d'élèves. Catastrophe. Ah oui. D'où la situation de l'éducation. Mais oui, et puis djihad. Ouais. Et le djihad. Mais on va y venir. Ça fait déjà le troisième fois que j'entends. 18% des Français ont plus de 65 ans. Oui. C'est bien moins que nous. C'est bien moins que nous. C'est pour ça que c'est intéressant de donner le Nous, chiffre. on est devant. Ah oui, on est bien devant. 20% des plus de 85 ans se disent en forme. C'est mignon. Tant C'est mieux. bien. J'espère Se disent en forme, on t'avait dit qu'ils sont forts. J'espère bien pouvoir en dire autant. Mais c'est important qu'ils se disent en forme. Absolument, ça, c'est le Dieu commencement. qu'il se sente en C'est le forme. commencement de Voilà, la la forme. représentation Ouais. est plus importante. Ils se sentent en forme. Une rapide revue de presse, parce qu'on y reste trop longtemps. Je regarde des émissions, on piétine un petit peu sur ça, mais quand même, ce numéro est important. C'est le numéro du progressiste, Matinique Solide. Matnick. M-A-T-N-I-K, solide, ouais, voilà, à montrer, qui est quelque part l'avant-goût, les premiers feux relatifs au PADM. Tout à fait. Je te laisse expliquer. Vas-y, allez, roule. Alors, les premiers feux, oui, c'est parce que forcément, on va y revenir. Ouais, oui. On n'a pas l'intention dans un journal si D'une petit, dizaine de pages, de parler 12 pages, de faire les 600 pages du plan d'action pour le développement de la Martinique. Mais on va quand même s'attacher à faire des articles qui expliquent d'abord ce qu'il y a dedans et surtout son but. Car il ne s'agit pas, comme son nom l'indique, d'un plan, mais d'un processus. Exactement. D'accord? Et qui est valable pour les 15, 20, 30 ans à venir. Donc, moi, je dis tout de go déjà aux gens, ne vous attendez pas à ce que la Martinique change d'ici le 1er janvier. Lequel? 2016 ou 2015? Même 2016. 2016, elle aura changé. Même 2016, elle aura changé. Elle aura changé. Ah oui, ça c'est clair. C'est un processus qui sera long, qui vise à transformer, en fait, comme aurait dit le docteur Aliker, Pierre Aliker, changer les mentalités. D'accord?
Ça vise à nous-mêmes porter un autre regard sur le développement, alors développement économique, social, humain, culturel et tout, de la Martinique. Sortir totalement de la société de plantation ou de la départementalisation dans laquelle on est depuis 1945. Ça fait 69 ans. Première question, rupture avec les logiques économiques, sociales et sociétales qui s'étaient installées dans notre pays depuis les temps fondateurs de l'habitation, plantation, puis de la départementalisation. Comment tu fais ça? Non, parce que tu peux, comment dirais-je, certains déjà accusent ce PADM d'être un simple cotère sur jambe de bois. C'est-à-dire, bon, par exemple, je prends l'agriculture parce qu'il y a le salon de l'agriculture. Ah non, mais c'est pas ça que je t'ai dit. Oui. Ton ambition est tellement grande, tellement forte, que je te dis comment tu vas faire. Ne reviens pas sur les gens qui te disent que c'est un Non, mais attends, je dis voilà. pourquoi. Je dis pourquoi. Il y a des façons. Dans l'agriculture, par exemple, il y a une façon passéiste, je dirais, de concevoir l'agriculture, d'une part sur les productions traditionnelles, mais surtout sur la façon d'entrevoir la production. Là, le PADM est tout entier tourné, quel que soit le domaine, vers ce qu'on appelle l'innovation. Trouver de nouvelles méthodes, trouver de nouveaux circuits, trouver de nouvelles productions, je vais citer, trouver de nouveaux acteurs. Je vais illustrer de manière très concrète. Mais bon, il y a beaucoup de choses que je ne partage pas, mais il y a au moins quelque chose de fondamental, c'est cette notion d'innovation et de rupture avec la pensée. Avec la pensée. Prenons un exemple très simple. Si tu viens ici et tu dis aux gens, bon, il faut planter du sorgho. Le gars dit, bon, Marajo, ça fait sorgho. Par contre, si tu dis, on travaille sur la biomasse pour produire de l'électricité, les plantes qui, en matière de production de biomasse, sont les plus intéressantes, sont des plantes qu'on ne plante pas ici, mais qui peuvent pousser ici, le sorgho. Donc voilà, donc désormais l'agriculteur, il te disait, mais qui ça m'a planté pour ça mener l'argent pour moi. Et là, tu vas lui dire, plante du sorgho, on récolte le sorgho, on fait du gaz avec, et le gaz permet de faire tourner des usines avec du méthane. Voilà, c'est ça en fait l'idée, c'est de dire, bon, eh ben, désormais, on va réellement innover et puis sortir de la canne. Voilà, non, pas sortir. Ajouter. Ajouter. En fait, ce qui nous barrait l'esprit ici, c'était de dire qu'on avait tout essayé, que tout était fini et que les choses étaient dites. Or, c'est bien ça le nœud. C'est de dire, mais non les mecs, on est au tout début, on n'a rien essayé, on n'a rien trouvé de nouveau là. Allons-y, les portes sont ouvertes. Et c'est ça qui est, à mon avis, l'axiome de départ. Simplement, changer de, faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, quoi. Parce que le gadget, évidemment, ouais. C'est ça la tentation. Changer les mentalités pour préparer le changement. Ouais. Changer de logique économique ne saurait s'inscrire dans de l'instantané, c'est ce que tu as dit. Absolument. En la matière, il n'existe pas de baguette magique. C'est là pour 3 raisons. D'abord, parce qu'il y a l'acquis, quoi. Les économies locales qui sont impliquées et surdéterminées, ça c'est du chamoiseau, surdéterminé. Moi, je les mets en mots, comme ça. Bon, il faut supprimer ça. Il faut que quelqu'un corrige notre ami chamoiseau. Mais il y aurait trop de choses à corriger. On laisse rouler. Il faut laisser faire. Mais oui. Ouais. Bon, par la globalisation financière et marchande, ensuite, l'autonomie de l'économie. L'économie est là, elle est là, à bof, c'est lui qui chef, c'est lui qui roi. Alors, tu regardes, tu viens avec ton sorgho et tout, et tu te dis, mais tu m'as demandé mon avis, moi, l'économie. Donc, je ne veux pas être le marché, je ne veux pas être pessimiste. Enfin, toute économie reflète de manière plus ou moins directe des valeurs ou des principes du vivre ensemble validés par une société. Alors, c'est là. Comment faire cette révolution dans les mentalités et chez l'homme? Il faut d'abord dire que le PADM, tel qu'il est là, enfin pas dans le journal, les 600 pages, ce n'est pas l'œuvre de Chamoiseau dans son bureau. Oui. Ça a pris 2-3 ans pour être fait, et il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes de toutes conditions, de tout statut, de toute économie qui ont été consultées. Il y a même des jeunes qui ont fait des propositions. Oui, j'ai vu ça. Sur là-dedans. Il y a une sorte de livre blanc, quoi. Des ateliers, oui. Hein, d'accord. Bon. Ce qui veut dire que c'est une somme de travail qui forcément trouve sa traduction dans un écrit, n'est-ce pas? Mais qui met en branle vraiment un changement d'attitude, un changement de mentalité. Je ne trouve pas d'autre mot. Et puis c'est un commencement, quoi. Voilà. Bon, je vais maintenant me retourner vers mon spécialiste des collectivités et des fonctionnements
politique. Comment ça fonctionne au niveau de la collectivité? Qu'est-ce que les débats, ça sera présenté, où ça a été présenté? Ça a été présenté, comment ça s'est passé? adopté. Ça a été adopté, oui. Quelles ont été les réactions? Allez, Alors, go, man, go. les réactions, je crois que les réactions, l'opposition, c'est niet. Bien sûr. L'opposition radicale, enfin la position la plus radicale, c'est celle des patriotes en disant c'est un catalogue d'illusions. L'opposition dite de droite a dit le problème c'est que l'esprit du rassemblement essentiel au développement, on ne le voit pas. Bon, se sont abstenus. Mais en fait, ce plan de 500 pages, enfin ce projet présenté sur 500 pages comporte en réalité 48 propositions qui balaient un champ complet du développement, du culturel, du social, du politique et autres. Je pense qu'il y a quelques propositions qui vont déclencher quelque chose d'intéressant. Proposition numéro 4. Quand ça a été annoncé, je veux dire qu'il y en a qui ont expérimenté une refonte des 35 heures en repensant le dispositif non pas à l'échelle d'une année, mais d'une vie professionnelle, via la diminution progressive de la durée de travail tout au long de la vie, en compensant partiellement cette réduction par des modules de formation sur les 15 dernières années de la vie. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que tu commences à 72 heures et tu finis Je crois que tu es plutôt sur la vision radicale. Oui, très radical. Et tu finis à 80 ou 90 ans, à 2 heures par jour. C'est parmi les marchés du travail. Bon. Tu dis, refonte des 35 heures. Entendre ça dans une collectivité, aujourd'hui, dans le contexte politique que nous sommes, ça fait sursauter. Mais j'adore. Mais quand on parle de, non pas sur la vie, l'activité hebdomadaire, mais plutôt sur la vie professionnelle, bon, je crois qu'il y a une question de formulation, il y a peut-être quelque chose à revoir. Il y a d'autres formules, il y en a d'autres, il y en a 48, je vais vous donner une autre. Créer une vignette automobile. Il n'y a pas si longtemps que ça, on l'a enlevé, la vignette automobile. Créer une vignette automobile à payer chaque année afin de dégager des recettes permettant de financer des projets de transport durable. Je peux remplacer mon camarade Blanchi pour te dire, voilà, encore une fois, cette aberration d'une troisième voie qui a empêché à l'article 74, avec les pouvoirs qu'on aurait eu dans le cadre d'une autonomie, de pouvoir effectivement créer une fiscalité particulière. Le 74 va créer une vignette. Sur ce qui concerne le chapitre prime de la vie chère. Ouais. Proposition 18. Alors là, je crois que les fonctionnaires, ils vont faire des bons. Redéployer une partie de la somme destinée à la surménagement des agents de la fonction publique afin d'augmenter son impact sur le développement endogène du territoire. Tu parles des 40%, les fameux 40%. Les fameux 40%. Alors il y a trois scénarios. Oui. Scénario, correctement. Scénario ambitieux. Suppression de la prime vie chère pour l'ensemble des nouvelles embauches. Oui. Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas nouveau. Ça existe dans tous les rapports qui concernaient la surménagement des fonctionnaires depuis 25 ans. Depuis 40 ans. Scénario médian. Réduction progressive de la prime de vie chère au différentiel de coût de la vie via la désindexation sur l'inflation. Via le, répète, désindexation. Désindexation sur l'inflation. La désindexation sur l'inflation. Ça veut dire grosso modo qu'on tient compte de l'augmentation du coût de la vie pour diminuer le... En fait, on arrête d'augmenter. Mais c'est déjà le cas. On arrête d'augmenter comment? À partir du moment où tu as, parmi tous les coûts d'approche de tes produits pour financer des collectivités, tu es obligé d'augmenter. Non, mais c'est les 40%. Au lieu que ça porte, tu augmentes le salaire. Au différentiel de coût de la vie via la désindexation sur la En fait, tu enlèves une croissance, tu enlèves le lien qu'il y a entre l'augmentation du coût de la vie et l'augmentation du salaire. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est enlever les 40%, ne plus appliquer les 40% sur le salaire, de manière à ce que la partie 40% n'augmente plus. Le salaire augmente et puis mais pas les 40%. C'est pas ces 40%. Il existe alors déjà. Si c'est pas 40%, on enlève le pourcentage. Oui, ça devient une prime. Ça devient une prime. Il existait déjà un projet, parce que les 40%, on s'est aperçu, sans faire trop de retour en arrière, que ces 40%, c'était 25 plus 15. Oui. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Légale. Voilà. Il voulait rester à 25. 15. Et le 15, on peut très bien le supprimer d'un trait de plume. Mais pas comme ça. Un décret. Ce qui apparemment est le cas pour les très hauts fonctionnaires installés ici. Les 15, ils n'ont pas. Ceci étant
très bien, c'est abordé. Parfait. Je n'ai pas donné le scénario au conservatoire. Oui, le conservatoire. Le conservatoire, réduction de la prime vie chère au différentiel du coût de la vie uniquement pour les nouvelles embauches dans la fonction publique. Ouais. Paiement d'une partie de la rémunération en monnaie locale Oui. destinée à l'achat de biens et services produits en Martinique à l'instar de la ville de Bristol. Tu crées un bitcoin. Un bitcoin. Mais c'est pas illégal. Alors, c'est pas illégal. Pourquoi moi, pas je remarque une chose. Ce qui fait acheter localement et tout, bon, là, ça me Moi, plaît bien, ça. Ceci étant, moi je vois une chose. Cette fameuse prime vie chère existe en Martinique. Elle n'existe pas qu'à la Martinique. Elle existe dans tout l'outre-mer. Si on ne connaît pas l'historique, on peut dire oui, on peut aborder la question. Mais quand on connaît l'historique, on se dit attendez, là, on devient fou. Moi, je dis 2 mois de attention. grève, 2 mois de grève de la fonction publique. 2 mois de grève, 6 mois de 6 grève. mois de grève. 6 mois de 6 grève. mois de grève dans les années 6 mois 50 des fonctionnaires locaux contre cette prime de vie chère qui était versée uniquement aux fonctionnaires métropolitains. 1953. 2. Elle est de 40% à la Martinique. Cette prime est de 101% en Polynésie, Calédonie, 60% de 60% à la Réunion. Et à la Réunion. Cette prime vie chère, contrairement à la Martinique, où elle s'arrête au moment de la mise en pension à la retraite, Tout à fait. elle continue. Exact. D'où la problématique qu'avait soulevée un certain nombre de gouvernements, dont le gouvernement de droite avec M. Gigot notamment, où beaucoup de fonctionnaires allaient passer leurs vacances d'hiver À la Réunion. à la Réunion ou en Polynésie en Calédonie parce que la prime était versée à ces gens qui venaient passer quelques mois sur place. Ou encore, allaient finir leur carrière, Leur carrière pour à la pouvoir Réunion, bénéficier de- Nouvelle-Calédonie. Voilà. Alors, Mais ça est-ce- existe jusqu'à maintenant. Est-ce sûr. qu'on a envie de se donner des bâtons pour se faire battre? Ouais. Ça, c'est... Donc, c'est pas... Ce sont des scénarios. Oui, ce sont des scénarios. Ceci étant, je vais vous dire que les fonctionnaires qui étaient dans l'hémicycle quand ils ont dit ça, ils disaient « Yoka Beni fou ». Oui. J'ai entendu cette réflexion. Ouais, mais ça ne représente pas des sommes colossales finalement. C'est-à-dire on peut leur laisser. Ça représente, sur le plan macroéconomique, c'est important. C'est aux alentours de 300 millions d'euros. Mais tu as vu, avec les chiffres dont on traite ici, c'est pas un truc Et extraordinaire. 300 quoi. millions d'euros, ça reste dans l'économie. Mais oui. Ça reste là, c'est dépensé. Je veux dire, les types qui sont focalisés sur les 40% prêtent aux 40% un impact macroéconomique défavorable. Parce qu'ils disent, oui, mais bon, ça crée une surrémunération factice et ça attire les jeunes dynamiques vers le public. fonctionnariat. C'est faux, c'est faux depuis très très longtemps cette histoire. Donc en fait, c'est typiquement le genre de truc qui tient du mythe plutôt que de la réalité. C'est terminé. Donc à la limite, quand tu vois 40% passer, tu dis au revoir, quoi. Il y a la proposition 19 qui est reformer le dispositif de zone franche d'activité en réallouant les sommes économisées pour optimiser leur effet multiplicateur sur l'économie locale. Bon. Mais là aussi, c'est bidon, parce que, aucune entreprise martiniquaise sérieuse ne paie des impôts avec Au tous les point. systèmes de défiscalisation qui défiscalisation qu'il y a, existent. tous les systèmes Et puis d'aide. les autres qui ne paient pas d'impôts, c'est la très grande majorité des entreprises. La notion même de fiscalité dans un pays où personne ne paie d'impôts, je dirais c'est bidon. Ce qui est intéressant, c'est non pas le non-impôt pour ceux qui sont là, c'est surtout le non-impôt pour ceux qui viendraient investir. Oui. C'est ça qui est intéressant. Notamment, faire de la Martinique, et ça manque, faire de la Martinique une énorme zone franche à destination des populations touristiques qui viendraient en Martinique acheter des biens en taxes, quoi. Défiscalisé, ça veut dire. Voilà, c'est ça qui serait intéressant. De Saint-Martin, quoi. Voilà, mais tu ne fais pas ça à l'ensemble du pays. Tu réserves une zone où les types viennent acheter du whisky, du rhum, etc. hors taxe, et puis tu les fais voyager sur nos compagnies, tu les fais dormir dans nos hôtels, tu les fais manger dans nos restaurants, entre deux achats. Et les pays qui ont choisi ça, dans la zone, se portent à merveille. Il faut pas penser à ne pas taxer les gens qui sont là. Il faut faire venir des gens pour dépenser leur argent. C'est ça l'une des stratégies. Et ton avis, que j'ai bien compris, c'est que tu ne retrouves pas Non. cette dimension dans le Non, PADR. c'est très riche. C'est très riche parce que C'est au niveau de proposition. Oui. Bon, il y en a une par contre qui va satisfaire tout le monde, hein, notamment Elie, là, il va être bourré de joie. Élargir le principe de déclaration d'intérêt et de patrimoine à tous les élus locaux et agents à risque en y incluant tous les mandats associatifs. Tous les mandats. Associatifs, D'accord. d'accord? Bon, très clairement, à partir du moment où on fait de la politique, Faut pas qu'on à partir du moment où on fait de la politique, on gère de l'argent public. public. Et là, Donc, à partir du moment où on gère de l'argent public,
eh ben, on renonce à mélanger les deux, c'est tout. Et les pays qui font ça, ben, c'est des pays où il y a moins de corruption, il y en a quand même, il y a moins de corruption, et surtout, il y a plus de vocation. Mais oui, comme tu sais que ben, c'est pour rien, mais les gens qui sont vraiment intéressés vont venir. Tandis que quand tu dis que bon, regarde, on a l'argent, eh ben, il y a un combat, et puis c'est d'abord les incompétents et les plus truands qui sont au pouvoir. Les arrivistes. Alors, il y en a une qui est assez... Je viens de la relire, là. Alors, c'est sur le volet chapitre informalisation et simplification des démarches administratives. Il y a la proposition 38, étendre la notion de conjoint collaborateur pour 2 à 3 personnes durant une période temporaire en échange d'une démarche progressive de sortie de l'informel. Oui, c'est. Faut que je répète là. Non, c'est pour lutter contre le travail au noir. C'est pour lutter contre le travail au noir. c'est ça. Ça veut dire que ta femme. Certains bails. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Ta pour ça femme, ta famille, en fait, Enfin, ceux qui ont un ont statut des social, ne sont pas soumis aux taxations. Et comme ça, tu récupères une partie des gens dans le circuit économique normal. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que ces gens-là, ils ne peuvent pas avoir de compte en banque. Parce que ça ne leur sert à rien. Parce que dès qu'ils se signalent, c'est fini, quoi. C'est quand on m'enlève. Bon, on aura l'occasion de revenir sur le plan. Il y a la dernière, la 48. Donne-la-moi. La 48. Donne-nous la 48. C'est enfin. l'évolution institutionnelle. Oui, l'autonomie. On nous allait. Exactement. Inscrire la possibilité d'autonomie dans la Constitution pour sortir de la dichotomie entre article 73 À mon avis, ça a été rajouté au dernier moment par Serge Letchimy. et offrir la possibilité au territoire d'accéder à différents niveaux de responsabilité. Ben voilà. Ça va faire Félix Michel. Est-ce que je peux préciser un petit truc sur ça qui est très intéressant? Les leaders historiques, politiques de l'Alliance Ensemble pour une Martinique Nouvelle dormaient le jour où la loi est passée en 2011, cette fameuse loi pour la CTM. Pourquoi ils dormaient? Et là, il y a quelqu'un à côté de moi qui ne dormait pas. Les types ont mis une nouveauté dans le Congrès, le fameux Congrès, parce que c'est le Congrès qui peut amener un changement institutionnel. C'est la démarche normale. Eh bien, jusqu'à maintenant, le Congrès, c'est-à-dire l'ensemble des deux collectivités, des élus des deux collectivités, plus les députés et les sénateurs, ont la possibilité d'interpeller, de demander au gouvernement en fait d'aller vers... Et le gouvernement a toute l'attitude pour le faire ou pas. Pour le faire ou pas. Et on élargit, donc la nouvelle loi élargit le Congrès aux maires. Or, les types de Alliance pour une Martinique Nouvelle ont oublié. Ils ne savent même pas, parce que quand je les interroge, ils ne savent même pas que les maires, cette fois-là, ont le droit de vote. Or, aujourd'hui, si on fait un état des forces actuel, ils sont minoritaires. Si on met les maires et si on réunit le Congrès, par exemple, le 1er janvier 2016, je dis n'importe quoi, après l'élection, ils sont quoi qu'il arrive, ils seront encore minoritaires. Donc en fait, l'opposition actuelle peut convoquer un congrès. Il suffit de 30% des élus de la prochaine assemblée et on met les maires et ils ont la majorité pour demander le 74. Bon, alors par exemple. Je vais juste nuancer ce que dit. Au moment de ce passage de cet article qui est introduit dans la loi, nos chers représentants au Parlement de Martinique, Ensemble Martinique Nouvelle, ne dormaient pas. Pour la simple unique raison, c'est que cet ajout congrès, c'est un amendement qui a été voté au Sénat, par la Commission des lois, en argumentant que la collectivité existait certes, mais qu'à partir du moment que la notion de congrès était inscrite dans la loi et inscrite dans l'article 73, il ne peut pas avoir de raison que la collectivité Martinique n'ait pas la possibilité aussi de convoquer un congrès, même si le Congrès jusqu'aujourd'hui fonctionne sur l'addition de la réunion département et conseil régional, là il n'y a qu'une seule collectivité, ça ne va pas se réunir entre eux, d'où l'implication. Et c'est toujours le Sénat qui a fait introduire les maires dans le Congrès. Mais qui a demandé les maires? Non, je te répète, c'est le Sénat. Oui, la commission des lois du Sénat de l'époque. Oui, mais à l'époque, la commission des lois du Sénat était tenue par la droite. Oui, mais justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Il n'y avait pas d'élus ensemble. C'est là que je te réponds. Il n'y avait pas le Sénat à la Martinique à ce moment-là. C'était qui? C'était Claude Lise d'un côté et Serge Larcher de l'autre. Voilà. Deuxièmement, pas de dichotomie, puisque Serge Larcher, s'il voulait dire non, il était minoritaire. Et si Claude Lise voulait dire non ou oui, sa voix ne portait pas, parce qu'il n'était pas majoritaire à la commission des lois. 1. 2.
Maintenant, il dit. Non, attends, laisse-moi. Ou l'enfant, c'est mais non, c'est sauvé, qui t'es pas sauvé quand même. Sauvé, Attends de chevaux, c'est trop tard. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Non, mais pourquoi? Parce que la notion, il y a la moquerie, mais il y a la notion de droit. Le Sénat, c'est pas une assemblée où au niveau du droit on fait n'importe quoi. C'est eux qui, ont imposé notamment la prime de 11 élus au sein de la majorité. La prime majoritaire. Pour le conseil de la collectivité unique. Oui. 2, ils ont fait valoir que le Congrès, inscrit dans la Constitution, devait s'appliquer. La nouveauté, 1, oui, effectivement, il y a les maires qui rentrent aujourd'hui dans le Congrès. Mais 2, les parlementaires qui, dans le Congrès, participent, mais n'ont pas de droit de vote. Ouais. Dans le prochain groupe installé, ils auront un droit de vote aussi. Ouais, ouais. Tout le monde participataire, tout participant au Congrès pour une évolution institutionnelle du territoire a le droit de voter lors du Congrès. Sachant que le texte voté au Congrès reviendra à la collectivité unique, qui sera tout seul, pour pouvoir statuer sur quelque chose de la majorité du Congrès s'exprimer. Oui, mais bon, ça a une valeur d'avoir voté, avoir demandé le 74. Mais j'apporte la preuve ultime qu'il dormait, c'est que, mais j'y tiens, c'est que dans le mode électoral aujourd'hui, en Martinique, on a des candidats par section. Et ça fout, excusez-moi le mot, un bordel pas possible. Un désordre pas possible dans les états-majors des partis pour savoir qui a une chance d'être élu. Tandis qu'en Guyane, parce que eux, en Guyane, ils ne dormaient pas, ils ont dit, eh ben non, c'est pas des candidats qui nous font par section. Laisse-moi finir. C'est un choix local. Mais non, le choix local, c'est que les types ont été vigilants. Et laisse-moi finir ma phrase, ils n'ont pas choisi des candidats, ils ont choisi un nombre d'élus par section. Ce qui aurait, par exemple, avantager un certain nombre de partis politiques ici qui ne seraient pas omnibulés par le taux de participation dans chaque section, par exemple à Fort-de-France, et saurait que quel que soit le nombre de voix issues de Fort-de-France, ils auraient un certain nombre d'élus. Or là, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a qu'à dormir. Est-ce qu'on peut rappeler à M. Elie Marajo que si la Guyane a fait le choix d'avoir le nombre de sièges défini par ses zones et 2, d'avoir une commission permanente, c'est un choix du Congrès de Guyanais, et qu'à la Martinique, le choix d'avoir des sections et d'avoir... a été pris par le Congrès et validé par les collectivités. Alors, dis-moi que tu es 80 boucles, tu es qu'à dormir. Non, oui, mais c'est ce que j'ai dit. Le pouvoir à l'époque, et ça c'est important parce que tu ne le dis pas, le pouvoir à l'époque du Congrès a changé après 2010. Oui. Et les gens qui ont pensé la loi, ce ne sont pas eux qui aujourd'hui sont au pouvoir. Donc, par contre, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils étaient au pouvoir au moment du vote de la loi. Mais donc, il y a d'économie. Non, il n'y a pas d'économie, puisque c'est facile de dire d'économie, puisque la première raison, les nouveautés du Congrès ont été introduites par le Sénat et validées par l'Assemblée nationale. 2, dire d'économie, ça veut dire qu'ils ont une possibilité, si jamais ils étaient réveillés, selon 3, ils ont pu changer quelque chose à la formulation du texte. Or, ils n'avaient pas le pouvoir mathématique ni politique de changer quoi que ce soit, puisque ça entre dans un cadre normal. Sinon, le pas de le faire, le Conseil constitutionnel a été sanctionné. Et c'est la raison pour laquelle il n'y avait rien à faire, parce que le Conseil constitutionnel aurait veillé à ce qu'il y ait un congrès introduit. Et que le Conseil constitutionnel a validé, il n'y a pas d'économie. Et que 3, il y a eu un vote, un choix par les élus. Pourquoi dit Mamouta, monsieur d'économie, tout le monde d'économie depuis 2009. Messieurs, moi, de toute façon, c'est pas pour avoir raison, ni pour avoir le dernier mot, mais je suis surpris de voir que tout le monde maintenant s'émeut de la fameuse prime, du vote par section, et qu'en fait, depuis que cette loi a été reportée, que personne n'ait rien fait pour que ça puisse être modifié. Il y a eu quelques temps. Je vous demande d'être indulgent, parce que ces férus et ces fans de la politique aiment bien se chamailler comme ça devant vous sur des détails qui vont vous paraître peu importants, mais qui sont quand même fondamentaux. Et ça, je les ai laissés se griffonner. Et puis on peut aller dormir. C'est gratifié. On peut aller dormir. À la semaine prochaine.